Étude portant sur les neurones miroirs, enregistrement produit au mois de juillet de l'année 2023. Donc, s'il y en a parmi vous qui m'écoutez présentement qui ont envie d'étudier les neurones miroirs, eh bien, ça peut être une occasion pour le faire à l'écoute de l'enregistrement présent. En fait, depuis les derniers jours, j'ai regardé différents articles sur le web en relation avec les neurones miroirs. Donc, j'ai accumulé la documentation. Je me suis fait une synthèse pendant que je vous parle. Je suis devant un document Word qui est affiché à l'écran où j'ai surligné en couleur en jaune les principaux passages que j'ai trouvés intéressants par rapport à des articles qui se rapportent aux neurones miroirs. Et aujourd'hui, dans un esprit de partage, j'ai décidé de vous présenter les informations que j'ai trouvées les plus intéressantes. Et par rapport à l'enregistrement présent, bien, c'est une occasion aussi pour intégrer davantage les informations que j'ai lues passivement. Donc, quand on parle quelque chose à la voix haute, ça va favoriser la mémorisation sur le plan intellectuel. Ici, je parle d'intégration non pas vibratoire ou supramentale, mais intellectuelle d'informations que je trouve intéressante. En fait, mon intérêt par rapport aux neurones miroirs est en relation avec ma situation présente. J'ai présentement une fille qui est âgée de près de 6 mois. Et lorsque je la regarde, je me mets à sourire. Donc, elle va se mettre aussi souvent à sourire. Elle va nous refléter le sourire par une espèce d'effet miroir. Là. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre le phénomène sur le plan scientifique en relation avec l'activation des neurones miroirs. Donc, c'est un type de neurones qu'on peut retrouver dans le cerveau d'êtres humains, mais aussi d'autres animaux, dans le sens que les oiseaux, les singes peuvent présenter des neurones miroirs aussi. Donc, à la base, les neurones miroirs, c'est ce qui permet d'apprendre par imitation. Donc, dans l'un des articles, il est question que les bébés, les enfants observent énormément et surtout, ils reproduisent des faits et gestes des adultes. Ils reproduisent aussi les mimiques, les expressions corporelles. Moi, c'est sûr que je le vois concrètement au quotidien, dans le sens que ce soit ma compagne ou moi, on va sourire à notre fille puis elle se met à sourire par effet miroir. Et donc, c'est sûr, c'est intéressant d'en faire l'étude, surtout s'il y a des gens qui ont des enfants à bas âge, parce que les enfants, quand ils sont jeunes, bien, c'est sûr que ils vont reproduire le comportement qu'ils observent des adultes et une partie de ce comportement-là de reproduction de ce qui est observé est en relation avec l'activité des neurones miroirs dans le cerveau, d'où la pertinence d'en faire l'étude, de comprendre la mécanique derrière ça. Par rapport aux neurones miroirs, il y a un article sur Wikipédia qui en fait la présentation, donc le Wikipédia étant l'encyclopédie en ligne. Donc, en passant, si vous entendez des pleurs en arrière-plan, ne vous inquiétez pas. Pendant que je fais l'enregistrement présent, ma compagne est avec ma fille et des fois, elle va un petit peu pleurnicher. Donc, vous pouvez rester calme. Et donc, par rapport aux neurones miroirs, c'est ça. Sur Wikipédia, il est dit ceci. Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones du cerveau qui présentent une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu, en particulier de son espèce, exécuter la même action ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'où le terme miroir. Donc, en lien avec ça, probablement que lorsqu'on va visionner des films, les neurones miroirs dans nos cerveaux vont être activés parce que là, on dit que si on observe quelqu'un faire une action, un autre individu de la même espèce, donc si on écoute un film puis on voit que le héros fait une action, ça se peut que les neurones miroirs dans notre cerveau soient activés. Donc, prenons par exemple si on observe un film où le héros fait une course en automobile et que sa vie est en danger et qui conduit rapidement, bon, peut-être qu'on va vivre une forme de stress en lien avec la suggestion à caractère cinématographique qui est présentée. Donc, le personnage vit une forme de stress. On s'identifie à lui parce que c'est l'héros du film. Ben, peut-être qu'on va vivre
d'une mesure similaire en relation avec l'activité des neurones miroirs dans notre cerveau, une forme de tension, même chose par une suggestion d'un film d'horreur où on voit une personne épouvantée. Bon, en lien avec l'activité des neurones miroirs, on va peut-être vivre quelque chose de similaire. Ou, si on le prend autrement, bon, ben, quelqu'un peut visionner un film à caractère sexuel, érotique, et connaître une activation en lien avec les activités des neurones miroirs dans son cerveau qui va faire qu'il va connaître un état d'excitation sexuelle sur le plan physique. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle que quelqu'un, par exemple, un individu masculin, va visionner un film érotique puis se ramasser en état d'excitation sexuelle, se traduisant concrètement par une érection sur le plan physique. Donc, les neurones miroirs qui ont un impact sur l'activité du cerveau vont avoir un impact naturellement sur les organes corporels par la suite, sur le physique, tout est interrelié. Donc, c'est intéressant d'en comprendre le fonctionnement. Et aussi, lorsque quelqu'un imagine une telle action, bon, ben, ça me fait penser à l'impact de l'hypnose. Quelqu'un rencontre un hypnotiseur et on dit à la personne de s'imaginer alors qu'elle a vécu une situation à caractère traumatique. Prenons par exemple quelqu'un qui a vécu une noyade où la personne vit un état qui lui est suggéré d'horreur, de peur, de terreur nocturne. Eh bien, à ce moment-là, si elle s'imagine qu'elle est enlevée par des extraterrestres en bas âge et la personne est terrorisée parce qu'elle se sent impuissante par rapport à l'événement qui lui est suggéré, bon, ben ça se peut que l'activité des neurones miroirs soit en fonction dans le cerveau pour l'amener à vivre certaines émotions en relation avec l'imagination d'une situation où il observe quelqu'un qui se fait enlever par des extraterrestres dans un film, puis si la personne, dans le fond, en étant exposée à ça, puis en s'identifiant à l'autre, va vivre quelque chose de similaire. Donc, c'est intéressant à comprendre comme mécanisme parce que ça permet de démystifier certains phénomènes. Au niveau de la recherche scientifique, ce qui est dit, encore une fois, sur Wikipédia, en fait, vous allez avoir le lien web de Wikipédia et d'autres références en lien avec l'étude que j'ai faite des neurones, des neurones miroirs là, dans les derniers jours, là, en bas de l'enregistrement. Là, vous allez avoir les références que vous allez pouvoir consulter par vous-même. En fait, ce qui est dit, c'est que l'identification d'un neurone miroir a lieu court dans les années 1990 et ça serait dû à l'équipe de Giacomo Rizzolatti, directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme. Et son équipe a observé que dans le cortex prémoteur ventral du singe macaque rhésus, dans le fond, ce qu'ils ont observé, c'est la présence de ces neurones-là dans le cerveau des macaques, mais ils les ont trouvés aussi chez certains oiseaux, où ils vont être activés à la fois lors du chant et lorsque l'animal écoute un congénère chantant. Donc, un oiseau qui écoute un autre oiseau chanter, il y a la même activité cérébrale en termes d'air cérébral activé que celui qui chante. Et là, ça nous amène à nous poser la question, donc, lorsqu'un être humain écoute de la musique et il entend un chanteur, donc, qui véhicule une émotion d'agressivité, est-ce que la même zone du cerveau qui est mobilisée en relation avec le vécu émotionnel, par effet miroir, va être également activé un peu à l'image des oiseaux. Donc, il est question que par imagerie cérébrale fonctionnelle, tomographie par émission de position ou imagerie par résonance magnétique fractionnelle, il est possible d'observer dans certaines régions du cortex cérébral, notamment autour de l'aire de Broca, homologue à l'aire R5 du singe au niveau du cortex pariétal inférieur, une activation à la fois quand l'individu produit une action et lorsqu'il observe un autre individu exécuter une action plus ou moins similaire. Mais étant donné la résolution spatiale de ces techniques, rien ne permet d'affirmer que ces activations provenaient exactement des mêmes neurones et non pas de deux populations de neurones entremêlées. Par précaution, on utilise donc parfois les termes système miroir ou système de neurones miroirs plutôt que neurones miroirs pour désigner ces aires
fonctionnait. Donc, il y a des nuances qui peuvent être faites, là. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les mêmes neurones, mais c'est par rapport à quand même un système dans le cerveau. Bon, on fait cette nuance-là. Là, il est question que leur caractère miroir, le fait qu'ils réagissent aussi bien aux actions de soi que d'autrui, c'est intéressant à prendre en considération. Donc, il est question que chaque neurone ne répond qu'à un seul type d'action, mais ne répond pas ou peu quand il s'agit d'un autre geste. Par exemple, une neurone sensible à un mouvement de préhension de la main ne réagirait pas si l'individu effectue un autre geste comme une extension des doigts ou cet autre geste est effectué par un autre individu. Donc, il y a des particularités là, par rapport aux neurones. Donc, les neurones miroirs, c'est une catégorie de neurones. Et c'est ça ce qui est dit. C'est sûr que c'est les neurones qui ont été activés par le singe lorsqu'il fait une action comme tendre la main. Ce sont exactement les mêmes neurones qui sont activés lorsqu'il voit une personne ou un animal faire cette action. Donc, la même activité du cerveau. Donc, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un, comme je disais tantôt, il écoute un film érotique, bon, probablement qu'il y a la même activité cérébrale que la personne qui vit l'activité à caractère érotique ou sexuel. C'est sûr que ça nous amène une compréhension particulière de l'être humain. Il est question, en fait, que les neurones ne sont pas seulement activés lorsque le sujet fait ou voit l'action, mais aussi quand il l'entend ou donc imagine l'action, comme je disais tantôt. Et là, ça donne un autre regard sur le phénomène de l'hypnose que j'aime étudier au fil du temps. Les informations que je vous présente, c'est en lien cette fois-ci avec un article qui s'intitule « Les neurones miroirs ». Vous connaissez? Laissez-moi vous expliquer leur importance pour vos enfants. Et là, je me suis intéressé à ça parce que naturellement, moi, je suis père d'une jeune fille. Et là, on s'adresse aux enfants. Comme je disais tantôt, c'est sûr que ça a beaucoup d'impact l'enfant quand il est exposé en bas âge par rapport à des comportements d'adultes. Il est dit dans l'article, quand l'enfant voit un acte ou bien qu'il l'imagine, les mêmes parties de son cerveau sont activées et il apprend. Il va ainsi reproduire les gestes qu'il a vus et adore répéter les gestes de la vie quotidienne comme faire la cuisine, jouer au papa, à la maman, faire semblant de conduire, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en tant qu'adulte, s'il y a des gens qui m'écoutent qui ont des enfants à bas âge, c'est de réaliser que les enfants, donc un peu à l'image, dans un premier temps, d'éponge, vont capter les observations qu'ils font de l'environnement. Donc, c'est sûr que si on est souriant avec les enfants, par effet miroir, nous reflètent le sourire, ou si on se montre joyeux, ils vont être teintés d'un esprit joyeux. Plutôt que si l'adulte est déprimé, peut-être que l'enfant va se mimer sur le plan comportemental avec une activation cérébrale similaire à celui d'un adulte déprimé. Et là, c'est sûr que ça peut peut-être nuire ou court-circuiter une partie de son développement. Là. Ça peut avoir des impacts, là, sans doute. Là. Donc, c'est sûr qu'idéalement, dans l'article, une visée... les gens veulent bien faire. Là. Il dit c'est idéalement, les gestes doivent être pleins de bienveillance et d'apprentissage pour que, dans le fond, l'enfant imite. Il est question que si l'enfant vit des gestes qu'il perçoit bienveillants des adultes, il va être également bienveillant, alors que si l'enfant reçoit constamment des ordres, il va en donner quand il va pouvoir. Un enfant malheureusement battu voudra potentiellement taper à son tour les autres. Un enfant qui reçoit des câlins, de la tendresse, voudra ensuite en donner aux autres, et ainsi de suite. Donc, il reproduit les comportements par effet miroir. Puis là, ce qui est dit, la douceur entraîne la douceur, la violence entraîne la violence. Donc, l'impact de l'exposition de l'enfant à certains comportements, ça va teinter sa façon d'agir, puis ça va le programmer en bas âge. Puis souvent, quand les enfants n'ont pas nécessairement d'esprit critique, c'est sûr qu'ils vont être plus influençables par des comportements que, par exemple, des gens adultes qui ont bâti au fil du temps un esprit critique. Donc, ça prend de la vigilance pour élever un enfant naturellement et la compréhension du phénomène des neurones miroirs peut être extrêmement utile. Il est question qu'un certain nombre de recherches pensent aussi que les neurones miroirs seraient à l'origine de l'empathie chez l'être humain,
Reproduire les gestes et émotions de l'autre personne dans son cerveau permettrait de mieux comprendre les émotions et les sentiments exprimés par cette personne. Donc, c'est vrai que si, par exemple, quelqu'un est exposé à une autre personne qui vit un état de terreur parce qu'il a peur, bon, ben, puis il vit à un certain niveau par l'activité des neurones miroirs dans son cerveau, la peur, bon, ben, ça se peut qu'il va vivre à une certaine échelle le comportement de peur, puis il va comprendre qu'est-ce que l'autre vit. Donc, il va être sensible à sa situation en étant imprégné par elle. Sinon, en lien avec ça, sur le site en fait de l'université McGill.ca, donc l'université McGill qui a fait l'étude du cerveau à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'informations en lien avec les neurosciences que je trouve intéressantes. Et il est question que les neurones miroirs seraient à la base de la communication. Donc, il est dit ceci sur ce site web. Les neurones miroirs ont fait beaucoup parler d'eux suite à leur découverte par Giacomo Rizzolatti en 1992 parce qu'ils constituent une base possible sur laquelle un système de communication intentionnel comme le langage humain a pu se construire. En effet, ce neurone pourrait permettre à un animal de mimer un mouvement des mains ou de la bouche d'un autre animal pour copier un geste ou reproduire un son auquel est attachée une signification. De cette manière, deux individus pourraient en venir à partager un vocabulaire commun. Donc là, c'est intéressant parce que la genèse du langage serait en relation avec l'activité des neurones miroirs chez l'être humain. Donc, puis ce que j'observe par rapport à ma jeune fille, ça va dans ce sens-là, dans le sens que des fois, je vais m'adresser à elle ou ma compagne, puis là, elle va se mettre à babiller dans notre direction. C'est comme si elle voulait reproduire le même comportement que nous qui se mettons à parler, donc à son niveau. Donc, de mimer le comportement de la bouche, là, qui est question dans le passage que j'ai lu, là, je peux dire que je l'observe là, chez ma fille. Et dans le fond, le mimétisme de comportement peut amener éventuellement un code avec des gestes non verbaux. Donc, le langage des signes. D'ailleurs, il y a des chimpanzés, il y a des singes, en fait, qui vont apprendre une partie du langage des signes. Et le langage des signes peut naturellement, éventuellement, là, chez l'être humain, là, amener le langage là, verbal avec des formes, puis devenir plus abstrait. Donc, les neurones miroirs pourraient être en relation avec le développement de la complexité de la langue. Et le fait que les neurones vont reproduire certains comportements, ça amène une consensus par rapport à le sens de certains gestes, certains mots, et ainsi de suite. Donc, la signification que va prendre quelque chose est en relation avec ce type d'activation, là, si j'en comprends là, l'article. Là, donc, c'est sûr que le passage que j'ai lu, là, je ne le lirai pas tout en détail, vous allez avoir les références par la suite, mais l'étude des neurones miroirs, je trouve ça intéressant dans le sens que je peux faire des liens par rapport à plusieurs choses. Donc, au fil des ans, j'ai écouté des enregistrements, entre autres, de Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale là, en Occident, dans les années 1980. Et lorsqu'il parlait, et que, dans le fond, il parlait avec une grande intensité, il véhiculait une vibration particulière. Bon, ben quand j'écoute les enregistrements, puis ça fait la même chose à d'autres personnes, fait que je peux parler quand même du phénomène en connaissance de cause, là. Au fil des ans, j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis ils me disaient, ben j'écoutais les enregistrements de Bernard de Montréal et je me sentais activé vibratoirement par la parole. Bon, ben le phénomène des neurones miroirs, si on met ça en relation avec le phénomène d'être exposé à quelqu'un qui parle d'une certaine façon, qui vit une certaine forme d'état de transe. Donc, peut-être que lorsqu'on écoute l'enregistrement, il y a des neurones miroirs qui sont activés en notre sein qui nous permettent de comprendre ou de vivre par mimétisme comportemental un état similaire qui peut nous donner le goût de parler. C'est sûr qu'il peut y avoir un travail occulte au niveau d'une vibration, mais combiné à une dimension biologique, physique, qui entre en considération en relation avec une forme de mimétisme, au même titre que quelqu'un, on le voit sourire, on se met à sourire,
on voit un musicien qui chante du heavy metal en véhiculant une vibration de colère, un état émotionnel de colère qui est la trame émotionnelle qui teinte sa musique. Bon, ben, on peut reproduire ça. Et ce qui va faciliter la reproduction de ça, c'est l'activité des neurones miroirs dans notre cerveau qui va nous amener à mimer ce qu'on perçoit. Mais est-ce que les neurones miroirs peuvent nous amener à mimer une façon de fonctionner qui est plus intuitive ou tout au moins la faciliter? C'est la question qui est posée à travers cet enregistrement. Mais sinon, en fait, ce que je peux dire, c'est que l'activité des neurones miroirs m'a permis de démystifier certains phénomènes de ma vie. Par exemple, j'allais voir des films de combat quand j'étais jeune, des films de karaté. Là, si on prend par exemple des films d'arts martiaux comme Bruce Lee, bon, ben j'allais voir où je visionnais tout simplement chez moi un film, puis j'étais imprégné de tout ça dans les heures qui suivaient. Si je voyais quelqu'un faire du combat avec des mouvements de karaté, de coups de pied, de coups de poing, ben ça me pouvait donner le goût d'en faire autant. Donc, de reproduire ce que je percevais. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, il peut y avoir l'activité des neurones miroirs qui nous amène à vouloir reproduire ce qu'on contemple. D'où le fait que si, par exemple, j'ai un enfant en bas âge, ou même à l'âge adulte, parce que qu'on soit jeune ou qu'on soit un peu plus avancé en âge, les neurones miroirs sont toujours en activité dans notre cerveau. Donc, d'avoir une sélectivité intelligente par rapport à qu'est-ce qu'on contemple, parce que qu'est-ce qu'on contemple nous amène à être activés sur le plan des neurones miroirs. Donc, si par exemple, on écoute constamment des films d'horreur et qu'on ressent des émotions d'horreur, ben, c'est normal parce qu'on va amener les neurones miroirs à s'activer dans notre cerveau pour reproduire une activité similaire dans notre cerveau à la personne qui vit un état de très grande frayeur qu'on peut voir à l'écran. Donc, on se code là-dessus. Et si on veut que nos enfants soient heureux, ben c'est de les exposer à des gens qui sont heureux parce qu'ils vont se coder sur les gens heureux en relation avec l'activité des neurones miroirs dont ils n'ont même pas conscience de l'activation sur le plan intellectuel. Parce qu'un enfant en bas âge n'a pas une capacité de métacognition par rapport à qu'est-ce qui se passe. Donc, être capable de se voir aller dans qu'est-ce qui se passe, il vit spontanément les choses. Donc, il subit l'environnement. Donc, si l'enfant est exposé à des gens qui sont sains, puis se code là-dessus, bon, ben l'activité des neurones miroirs va faire que s'ils n'ont pas accompagné de gens qui vivent dans l'horreur, mais dans la joie, ben il va se coder là-dessus, puis il va se développer au niveau cérébral avec des circuits neuronaux qui vont se constituer au fil du temps, un peu à l'image d'autoroutes ou de tracés en forêt. J'avais écouté à un moment donné un spécialiste qui expliquait que si vous voulez entretenir certaines mémoires dans votre cerveau, certaines connaissances, bon, ben il faut nourrir le circuit neuronal associé, c'est-à-dire un peu à l'image de quand on va emprunter un sentier en forêt. Bon, ben si le sentier en forêt, vous l'empruntez régulièrement, le sol va être tapé, il va être facilement circulable. Tandis que s'il n'est pas entretenu, ben à un moment donné, il va y avoir des branches qui vont se mettre au travers du chemin, de l'herbe, etc. Donc, si on entretient le circuit neuronal en relation avec un état de bien-être et qu'on donne ça comme exemple aux enfants, ben, l'enfant peut se coder là-dessus et être heureux s'il voit les adultes de son environnement heureux, et ainsi de suite. Donc, l'étude du phénomène des neurones miroirs m'amène aussi, en complément à ma compréhension du phénomène de l'hypnose, coupler les deux ensemble, à comprendre l'impact extrêmement puissant que peut avoir les moyens d'hypnose de masse que sont la radio. Donc, la radio, c'est auditif, le son, mais également la télévision, donc en audiovisuel, donc audio, ce qu'on entend, et visuel, ce qu'on voit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, lorsqu'on suggère quelque chose, l'individu, ça l'amène à vivre ça, bon, ben, ça peut être en relation avec l'activation des neurones miroirs qui permet à l'hypnose d'avoir son efficacité. Donc, les gens qui entrent en transe. Donc, ça permet en partie la compréhension du phénomène des neurones miroirs
de démystifier le phénomène de l'hypnose. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'enregistrement présent, c'est plus une étude à caractère intellectuel qu'une étude vibratoire, là. Mais à travers mes enregistrements, je vise à partager une démarche à différents niveaux. Dans le sens que dans ma vie de tous les jours, je vais étudier des choses sur le plan intellectuel, des choses aussi plus à caractère intuitif, vibratoire, mais des fois, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être... l'étude intellectuelle peut donner un complément d'information qui permet de démystifier certains phénomènes qu'on peut déjà appréhender sur le plan intuitif. C'est juste que ça permet de faire le pont par rapport à des composantes biologiques. Donc, on peut dire par exemple sur le plan intuitif, il y a une personne qui est imprégnée d'une autre personne par sa vibration. Ça, c'est une perception intuitive. Mais on peut dire que sur le plan biologique, sur le plan intellectuel, on peut dire que, une personne va être influencée par l'observation des comportements d'une autre qui va activer au sein de son cerveau les neurones miroirs pour l'amener à reproduire une activité cognitive de celle qu'elle observe. Et là, aujourd'hui, avec le développement des neurosciences et l'utilisation par l'imagerie, entre autres par résonance magnétique et les électroencéphalogrammes, on peut voir concrètement l'activité du cerveau d'une personne ou d'une autre ou d'un singe, là, comme c'était le cas dans les années 1990 en relation avec la découverte des neurones miroirs. Donc, la technique permet une compréhension plus précise de certains phénomènes qu'on pouvait déjà appréhender intuitivement. C'est juste que ça donne un complément de compréhension là, qui vont comprendre, à servir à démystifier sa dimension biologique. Donc, c'est sur cette considération que je vous laisse. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.